Bonjour à tous, bonjour Ousmane, bonjour Fabrice, bonjour Malik, Bonjour, Laurent. Bonjour. bonjour Ousmane. Au plaisir d'être avec vous. Avec plaisir, très cher Fabrice. Bonjour à tous, bonjour Elage. Et merci pour l'initiative. Merci à toi pour ta présence. Je vais te passer les droits d'animateur sur le webinaire et puis je vais te laisser la main pour gérer du coup avec l'introduction de Fabrice justement. Bonjour Adap, c'est Laurent Chasset. Oui, bonjour Laurent, ravi de te compter parmi nous. Mais également. Voilà. Alors, Ousmane, tu as les droits d'animateur. Puis je vais couper mon micro et puis inviter peut-être les autres premiers conférenciers à en faire autant. Oui, merci beaucoup Elage. C'est un réel plaisir d'animer cette rencontre parce que qu'elle soit sur Internet ou physiquement sur le terrain, je me réjouis d'être là et je salue toutes les personnes présentes aujourd'hui avec nous. Nous allons réfléchir, bien sûr, sous votre contrôle et l'âge, à ce premier thème, enjeu Big Data en pleine crise Covid-19, que j'ai le plaisir et l'honneur de modérer avec Monsieur Fabrice Benoît de l'Alliance Big Data, Dr Moussa Sow du FMI, Laurent Chassis de BNP Paribas, Oumar Mar de l'Agence de l'informatique de l'État du Sénégal, l'ADIE, avec des invités d'honneur comme Monsieur Papa Malikba, Senior Data Analyst, et Monsieur Laurent Corteil de la Banque mondiale. Je vais démarrer par Monsieur Fabrice Benoît. Fabrice, bonjour. Bonjour Ousmane, bonjour à tous, heureux d'être avec vous. Merci beaucoup. Alors, quand on parle de Big Data en pleine crise Covid-19, ça vous fait penser à quoi? Parce qu'effectivement, depuis le début de la crise, il y a une explosion énorme de données. On ne parle que des données. Ça renvoie à quoi selon vous? Alors pour moi, la donnée, je me représente pas, je me suis présenté hier déjà auprès des panélistes, donc j'ai une trentaine d'années d'expérience dans le Big Data et je suis président de l'Alliance Big Data. Donc je vais directement passer à la question. Oui. La donnée, en fait, aujourd'hui, la donnée dans le cadre du Covid et en général dans beaucoup d'autres cas, ça permet de construire la connaissance et nous donner de la compréhension nécessaire pour pouvoir ensuite être capable de prendre de bonnes décisions face à ce contexte de Covid-19. Donc c'est vraiment à partir de tous ces... Aujourd'hui, on est dans un contexte mondial. Il s'est passé un certain nombre de choses dans différents pays et le fait de pouvoir collecter toutes ces données, d'avoir toute cette variété, ce volume d'informations et puis assez rapidement. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans un cadre de big data puisqu'on va pouvoir, à partir de ces volumes, ces variétés de données, créer vraiment une base de connaissances pour être en capacité de pouvoir prendre des bonnes décisions. À condition qu'on ait respecté, alors si on revient à la définition du big data, c'est les volumes, variété, vitesse, mais ensuite on peut compléter avec véracité. Véracité, il faut qu'on ait une qualité de données qui nous permette ensuite de pouvoir prendre des bonnes décisions, parce que on va y revenir, mais c'est un point qui est essentiel, surtout dans le cadre, là on parle de vie des gens, de santé, de soins, donc la qualité de données. Et l'autre V qu'on peut citer avec le Big Data, c'est la visualisation, l'accès à ces données finalement, pour qu'on soit en capacité de les traiter correctement et de ne pas les interpréter de manière tordue, comme certains, on a pu voir certaines études qui étaient juste des préprints qui n'ont absolument pas été traités dans des bonnes conditions et qui ont généré
des interprétations que les médias ensuite, voilà. Donc il y a un problème de qualité et d'accès aux données qui doivent être absolument résolus dans ce cadre-là, qui est un sujet sensible. Un sujet qui parfois suscite des hystéries. On a pu voir ça en France, alors qu'en fait, j'y reviendrai tout à l'heure, mais il y a des gens comme le professeur Didier Raoult qui posent très bien les choses et qui savent parfaitement soigner, en fait, sans rentrer dans des hystéries. Alors donc toutes ces dimensions autour du big data nous permet là réellement de créer une valeur d'information. On peut pas, alors pas obligatoirement une valeur marchande, parce que on a pu voir que la chloroquine finalement ça coûtait 3 fois rien et que ça soignait les gens. On n'est pas obligé. Et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle aujourd'hui les pays du Sud s'en sortent beaucoup mieux que les pays d'Europe de l'Ouest et des États-Unis, qui eux ont des taux de mortalité plus importants, toujours moins qu'une grippe. Faut pas non plus raison garder. Mais en fait, les pays du Sud s'en sortent beaucoup mieux. Ils ont des taux de mortalité très inférieurs, parce que finalement, ils traitent avec la chloroquine qui existe depuis plus de 50 ans et qui aujourd'hui traite plus d'1 milliard de personnes sur la planète. Et en Afrique, on connaît bien la chloroquine avec la nivaïne, parce que c'est la même molécule que la nivaïne, et en Afrique, les gens en ont pris souvent. Alors, pour revenir au big data, donc il est clair qu'aujourd'hui, cette connaissance, on a besoin d'avoir une connaissance qui nous permet. Alors, moi je dirais, on n'est pas là pour combattre les virus. Ils existent depuis 1 milliard d'années. Ils existent bien après nous. On est là plutôt pour essayer de comprendre les contextes et pourquoi il y a des montées comme ça d'épidémies. Et donc, pour comprendre ces contextes, comment ils arrivent, comment ils repartent, parce qu'ils repartent de la même façon, ça part de la même façon que ça arrive. Faut pas en faire une psychose. Puis il faut comprendre que, je veux dire, quand on regarde les chiffres, il y a 4 millions de personnes qui meurent par an. Moi, je me suis beaucoup documenté, en fait. Je me suis sourcé énormément. J'ai appliqué à moi-même le big data et j'ai croisé des tonnes d'informations. Et aujourd'hui, les chercheurs, les médecins qui soignent, pas les médecins qui font de la propagande sur les médias, mais les médecins qui soignent, ils ont réellement besoin d'avoir des informations. Et des informations même de la part aujourd'hui de gens qui font des études sur ces données, en croisant des tonnes de données, en ayant bien vérifié la fiabilité des données qui sont publiées, des études, etc. Donc, à partir de toutes ces données, on peut effectivement mieux comprendre et à partir du moment où on comprend ce que disait Raoult aujourd'hui, ce qui a créé le confinement, c'est pas la maladie, c'est la peur. Et parce que les gens aujourd'hui vivent dans des sociétés qui sont tellement bien bordées, tellement bien confortables. Ils ont la plupart pas connu les guerres, etc. Donc ils sont complètement hystériques dans des cas, alors que si on pose ça tranquillement, il y a moins de 10 morts à Marseille, comme au Sénégal d'ailleurs, c'est pareil, il y a moins de 10 morts. Donc, je veux dire, avoir des gens qui sont porteurs du virus, c'est pas une information en soi, parce que des virus, il y en a partout, il y en a tout autour de nous. Donc, c'est plutôt savoir effectivement si quelqu'un est malade, savoir le soigner tout au début, parce que si on les soigne à la fin, les virus ont disparu, et donc à partir du moment où ils ont disparu, on ne peut plus soigner le virus. Oui. Donc voilà, donc les datas, ça sert à renseigner tout ça, et moi je me suis nourri énormément de données, puisque c'est mon métier depuis 30 ans, justement pour essayer de comprendre tout ça, et là pour apporter une vraie connaissance et des données utiles. En fait,
il faut continuer à avoir des observations. Et je pense que aujourd'hui, les données montrent au niveau des médicaments, de tout ce on a une espérance de vie dans les pays occidentaux qui est arrivé en fait à son plateau. Hein. Il y a même une diminution de l'espérance de vie maintenant, que ce soit aux États-Unis, en Angleterre, en France, etc. Avant, c'était en mauvaise santé. Maintenant, c'est carrément on commence à avoir une baisse de l'espérance de vie, alors que dans les pays du Sud, on a plutôt une espérance de vie qui rejoint petit à petit l'espérance de vie des pays du Nord. Donc finalement, les données aujourd'hui, elles doivent nous servir à mieux comprendre en fait les contextes dans lesquels les choses se déploient, les choses pour que justement on puisse adapter les contextes, plus les contextes que je dirais combattre le virus à tout prix, c'est pas un objectif, mais plutôt comprendre les contextes dans lesquels finalement tout ça se déploie, ça se crée, et pour pouvoir continuer à avoir un objectif de santé publique et pas autre chose, quoi. Oui, Fabrice, merci beaucoup. Fabrice Benoît de l'Alliance Big Data. C'est vraiment le grand spécialiste qui parle, hein. Comme il le dit, c'est vraiment des dizaines d'années consacrées à ce Big Data qui est très, très intéressant. Est-ce que Laurent Chassis de BNP Paribas est avec nous? Oui, bonjour et merci de l'invitation. Merci Laurent. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure en ouvrant le micro à Fabrice Benoît de l'Alliance Big Data, depuis le début, on parle énormément de cette explosion des données. C'est vrai que dans les pays respectifs, le Sénégal notamment parce que j'habite Dakar, on sait que la CDP, la Commission de protection des données personnelles, a fait une sortie pour rappeler les règles et dire que ce n'est pas parce qu'on est assez perturbé, on est dans une crise qu'on doit manipuler les données comme on veut. Mais je n'ai pas encore entendu une autorité, disons, qui soit au-dessus de tous les pays et qui en parle, parce que la crise, elle est internationale, elle est mondiale, d'où la migration un peu d'épidémie à pandémie. Est-ce que pour le moment, on a cette autorité qui surplombe tous les pays en matière de données personnelles et qui rappelle les règles? Parce que pour moi, c'est important de rappeler les règles, Laurent. Alors, c'est vrai. Alors, je connais pas d'autorité qui s'est déclaré là-dessus, mais c'est vrai. Je rejoins déjà en fait ce qui a été dit par Fabrice Benoît sur l'importance des data. Et moi, sans être épidémiologiste, en fait, on voit qu'il y a une sorte de modèle sur les épidémies en fait, et qu'à chaque quelque chose qui est très très phasé. Et qu'à chacune de ces phases, en fait, la data a une importance incroyable, que ce soit sur la détection, pour collecter les données sur la récurrence de symptômes et voir qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe, de détecter en fonction des différents foyers de base et de la rapidité de propagation, voir ce qui se passe et comprendre les parcours et le mode de propagation pour définir les bons gestes barrières, définir qui sont les personnes les plus à risque, construire ensuite des modèles prédictifs pour mesurer les impacts à grande échelle ou pour monitorer l'épidémie. Puis il y a également tout ce travail qui est fait autour des vaccins, des traitements et des tests. Et tout ça, ça nécessite de mettre beaucoup de data en commun. Alors, c'est vrai que pour cette collecte de data, on voit il y a deux manières de faire. Il y a une manière de... Je dirais, il y a certains États qui vont les prendre de force, et puis là, l'affaire est réglée. On a vu ça dans certains pays. Et puis d'autres vont avoir besoin d'un consentement client. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué parce qu'on parle de data qui sont très, très personnelles. Et là, on peut se poser la question de comment est-ce qu'on garantit, même si ces data-là, les data de santé, alors j'avais lu des chiffres, je ne les ai plus en tête, mais qui montrent que les gens sont plutôt enclins à partager des data qui concernent leur santé si c'est de la data massive en fait et anonymisée.
Néanmoins, il faut qu'on puisse se garantir qu'on va les utiliser de façon efficace, qu'on ne va pas faire n'importe quoi avec, et puis qu'une fois que l'utilisation aura été faite, que ces datas resteront bien la propriété de chacun, en fait, hein, en matière de gestion et de réappropriation. Donc voilà, je n'ai pas vu d'autorité en fait internationale qui supplantait tout ça, mais c'est vrai qu'il y a un vrai débat, en tout cas en France, sur cette utilisation des data personnelles et des data médicales en fait. Hein. Oui. C'est est-ce qu'on l'impose? Alors aujourd'hui, on est plus sur un mode de volontariat et ou est-ce qu'on passe par du consentement, sachant que ça ne marche que si beaucoup partagent en fait. Hein. Et il y a aussi ce sujet, c'est que on est prêt à partager de la data anonymisée, mais elle a de sens que si elle est géolocalisée. Et on sait que à partir du moment où on met de la géolocalisation, on arrive à reconstruire l'identité de la personne. Donc il y a de vraies questions et son parcours. Donc il y a de vraies questions autour de ça. Alors il y a des solutions pour anonymiser. On peut les anonymiser et les mettre à disposition. C'est ce qu'on fait dans le domaine de la banque pour stimuler l'innovation. Mais à partir du moment où on a besoin de recroiser les choses, donc des data bancaires avec d'autres sources de data, on est obligé de faire des jointures et puis on reconstitue des parcours et des identités. Alors on peut les synthétiser, c'est-à-dire ne pas donner une data, mais la transformer en équivalent en fait, hein. Un chiffre, on va pas donner le chiffre précis, mais on va donner un ordre de grandeur. Au lieu de dire 1000, on va mettre 1500. Ça permet de protéger un petit peu, mais on voit qu'on a vraiment ce sujet-là. Et pourtant, c'est essentiel de pouvoir partager ces données de santé. Alors, c'était une chercheure, je crois, chez Microsoft qui disait que l'exploitation des données de santé, c'était le pilier d'évolution de la médecine vers ce qu'ils appelaient les 4P. Une médecine participative, personnalisée, préventive et demain prédictive. Donc, il y a un vrai enjeu derrière tout ça. Disons, dernière question, pas pour clore le débat, bien sûr, il ne fait que démarrer, mais dernière question à vous, cher Laurent Chassis de BNP Paribas, avant de passer la parole à Oumar Mar. Pour l'Europe, bien sûr, c'est le fameux RGPD, le Règlement général de protection des données. Mais j'ai peu entendu parler de ce RGPD. Vous pouvez me démentir, bien sûr, vous qui êtes sur place. Est-ce qu'on parle de ce RGPD à l'heure actuelle? Est-ce que vous en entendez parler? Oui, alors en dehors de ce cadre de crise qui remet un petit peu les choses à plat, toutes les applications que l'on construit, toutes les nouvelles solutions, elles doivent être construites en tenant compte de ces règles. C'est du data privacy by design en fait. Hein. On se doit de recueillir le consentement du client et puis de donner un certain nombre de garanties. Donc, alors on n'en parle peut-être pas à voix haute, mais toutes ces règles font partie aujourd'hui de la construction de nos solutions qui exploitent de la data et de l'IA. Merci Laurent. Vous m'entendez? Oui. Voilà, merci Laurent. Nous allons à présent passer la parole à Oumar Mar de l'ADIE. Est-ce que Oumar Mar est là? Alors, Oumar Mar n'est pas encore parmi nous, mon cher Ousmane. Nous avons Papa Malik Ba. Oui, Papa Malik Ba, bonjour. Sinon, nous allons... Oui, merci Papa Malik Ba. Alors, pour le cas du Sénégal, Papa Malik Ba, on l'a dit, on parle beaucoup de cette géolocalisation-là. Le ministère de la Santé du Sénégal va sûrement faire après une large communication sûrement sur cette solution pour traquer, je n'aime pas trop le terme traquer qui fait peur, mais pour reconstituer un peu le parcours, disons, des cas. Est-ce que ça ne fait pas peur qu'on soit amené à devoir géolocaliser
non pas avec une application qui relèverait un peu de l'innovation, mais en reprenant un peu les mécanismes classiques, par exemple Sonatel, Expresso ou Free, qui doit retracer le parcours d'un contact. Est-ce qu'il y a à craindre là-dedans? Tout à fait. Déjà, bonjour et merci de me poser cette question. C'est vrai que c'est assez intéressant. Effectivement, la peur du tracking, en fait, même en Europe, donc comme mes prédécesseurs l'ont souligné avec le RGPD en Europe essentiellement, en fait, il y a un cadre qui a été mis justement pour essayer de se dire que quand une application est mise en place, ou bien en tout cas une donnée est collectée, que le consentement est requis et on informe assez sur ce qu'on fait de la donnée. Donc actuellement au Sénégal ou en Afrique, ce qu'il faudrait, je pense déjà, c'est de se dire est-ce que en fait ce cadre légal en fait peut être mis en place, et s'il est mis en place, c'est comment est-ce qu'il faut l'apporter à la population, c'est-à-dire leur communiquer. Je pense qu'en fait, on n'a pas la même maturité au niveau de la compréhension de nos informations qu'on va transmettre, mais c'est quand même important de les informer sur ça. Après, comme on disait, pour ces applications de tracking, c'est vrai que la plupart se basent sur le système Bluetooth. C'est ce que Google et Apple vont proposer en fait. Je pense que leur application, enfin leur API, ils devaient communiquer là-dessus à partir d'hier, mais j'ai pas trop eu de nouvelles là-dessus. Mais en fait, c'est de se dire, est-ce qu'en fait on prévient et on informe chaque citoyen de la façon dont on va les traquer et que c'est pour leur bien. Donc du coup, c'est une façon d'adapter le message qui sera transmis en fait pour qu'ils puissent après eux aussi se dire bon ok, c'est important, donc je la mets en place et donc l'application là me garantit que rien de personnel chez moi ne sera partagé, mais c'est pour nous protéger des cas communautaires, protéger de ce virus là. Donc en fait, je pense que ce sera la façon d'adapter la communication en fonction de cette application-là qui sera lancée, et aussi de ce qui va vraiment être mis en place. Cette application devra être en fait suivie de près et surtout bien communiquer sur ce qu'on met dedans, vraiment, sur les données qui vont être partagées. Ouais. Oui, Papa Malick Ba, senior data analyst, mais en même temps, il ne faut pas qu'on se trompe quand on dit par exemple qu'on part du principe que les populations, que les Sénégalais vont aller se connecter, disons, à l'application, vont s'inscrire pour figurer sur l'application, si bien sûr on évolue un peu vers une application, parce que ce n'est pas le cas pour le moment. Est-ce qu'on ne se trompe pas quelque part? Est-ce que quelqu'un qui refuse d'aller à l'hôpital, est-ce que quelqu'un qui va à l'hôpital et une fois qu'on le déclare positif au coronavirus, qui prend la poudre d'escampette, qui prend la clé des champs, qui fuit, est-ce qu'en même temps cette personne-là, elle va aller quand même s'inscrire, donner gratuitement ses données à une application, à un téléphone, à un système, sachant que derrière, on l'aura à l'œil, on l'aura à l'oreille aussi. Vous en pensez quoi? Est-ce que ce n'est pas contradictoire les deux? Le fait de se dire que je suis contaminé, donc du coup je retourne et je donne l'information. C'est Oui, je résume rapidement. C'est vrai que j'ai été long sur la question. Je dis, quand on a des citoyens, des compatriotes qui, parce que déclarés positifs au coronavirus, s'échappent de chez eux pour échapper au service de la santé ou fuient les hôpitaux, est-ce qu'en même temps, ces gens-là vont accepter de s'inscrire sur des applications pour après être suivis? Oui, c'est très clair que je pense que dans la question, il y avait la réponse aussi, de se dire que ça va être très compliqué pour ces personnes-là de se déclarer, c'est sûr, parce que déjà, ils ne respectent pas le système de mise en quarantaine qui leur est imposé, enfin, pour le bien. Mais déjà, après, c'est peut-être que c'est là aussi, ça va être l'angle qui va être pris pour ces personnes-là, de leur dire écoutez, si vous vous mettez en quarantaine, c'est pour protéger les vies. Et peut-être que c'est adapter un message qui permettrait à ces personnes-là qu'on voit qui n'arrivent pas à respecter, de
leur transmettre le bon message en fait et trouver le bon angle. Je pense qu'il y a une conférence après sur le design thinking. Je pense que ce sera intéressant de voir ce qui va être dit là-dedans. Mais en fait, le même message ne peut pas être véhiculé à la même cible en fait de la même façon. Donc du coup, je pense que c'est une règle de communication. Et en fait, mais comme on dit, donc l'application là, ce sera bien de la faire, mais effectivement l'utilisation et la véracité. Donc là, on rentre dans le V de Big Data. Est-ce qu'elle sera fiable? Est-ce qu'elle pourra transmettre des bonnes infos? Est-ce qu'on pourra s'y fier? Je ne sais pas. Donc là, c'est un autre fait. Ce sera donc une des plus grosses problématiques. Mais par contre, la plus grosse problématique, je pense, ce sera de se dire, bon, vous qui êtes contaminé, si vous restez en quarantaine ou si vous revenez dans le milieu hospitalier, c'est pour sauver des vies. Mais qu'ils le sachent en fait. Et aussi, je pense à ceux qui ne se déclarent pas parce qu'ils ont peut-être la crainte de se déclarer. Donc, il y a aussi cette mini-psychose-là ou autre à gérer. Donc, du coup, je pense que ce sera bien de faire une application, mais ce sera bien de l'adapter, de la moduler à la communication qu'on aura et aussi se dire, est-ce que l'application va vraiment servir? Est-ce que c'est pas un autre levier qui sera plus important ici que l'application. Donc, en fait, voilà. Oui. Merci beaucoup, Papa Malick Ba, senior data analyst. Est-ce que Monsieur Laurent Corté est là, de la Banque mondiale? Laurent n'est pas encore là, hein, apparemment, est là. Retour à Fabrice Bonneau, qui est là sûrement, n'est-ce pas, Fabrice? Tu es toujours là? Oui, tout à fait. Je suis avec vous. J'écoute attentivement. Merci pour tous ces échanges. J'avais quelques commentaires. Est-ce que je peux... Non, mais vas-y. J'avais un point là sur ce qui vient d'être dit. Effectivement, si on veut créer des bases de connaissances, il faut fournir de l'information. Comme on disait, l'information collectée, est-ce qu'elle doit être collectée par une application qui finalement... nous, en France, on voit que c'est plutôt, il y a des dérives autoritaires en France en ce moment et depuis plus d'un an à peu près, il y a vraiment des grosses dérives autoritaires. Hein. Il ne faut pas se le cacher, il faut dire les choses comme elles sont. Donc, les gens n'ont pas du tout envie d'être tracés, surveillés et donc la RGPD, c'est absolument pas respecté parce que on le pose comme... un prérequis, mais finalement, on se rend compte que toutes les informations circulent avec des reconnaissances faciales. On se rapproche de plus en plus du crédit social qui est fait en Chine, hein, quand même. Hein. Pour ceux qui ont vu l'émission sur Arte l'autre jour, ça fait peur. Hein. Donc, les applications personnelles, est-ce que c'est une application personnelle où les gens vont déclarer tout un tas de choses et finalement, ils ont aujourd'hui... Le fait, moi je parlais hier soir avec un ami qui habite à Dakar, voilà, et il me disait que les gens, il y a beaucoup, si les gens se déclarent comme étant contaminés, ils vont être vus comme des pestiférés et finalement ils n'ont plus droit à rien, mais plus droit donc on va les mettre complètement à l'écart. Et finalement, on va les mettre à l'écart de la société, j'entends. Et c'est pas, donc nécessairement, ça ne va pas les encourager à se déclarer. Moi, je pense qu'en plus de ça, il y a toutes les peurs qui ne créent pas des bonnes informations. Quand on collecte des données, moi j'ai passé 30 ans à traiter de l'information, collecter des données, les biais d'information quand on collecte des données en fait et qu'on met des gens sous pression et en fait il y a des biais énormes évidemment qui vont ensuite créer de la confusion. Et l'avantage du big data là, ça va plus être un avantage puisqu'on va plus pouvoir tirer parti des signaux faibles, etc. On va avoir un volume de données avec plein de garbage in, garbage out, hein, comme on dit, donc avec plein de cochonneries dedans, et c'est pas avec ça qu'on va pouvoir traiter correctement, tirer en fait, en tout cas, des connaissances qui vont nous permettre de pouvoir. Donc aujourd'hui, on sait soigner les gens. Hein, il faut arrêter les bêtises, je dirais, sur le coronavirus. On sait parfaitement soigner les gens. Il faut juste que les gens, justement, il faut les encourager et pas les voir comme des pestiférés. Donc là, c'est pas un travail de surveillance qu'il faut faire, c'est un travail de soin, c'est pas la même chose. Il faut motiver les gens pour qu'ils puissent effectivement dire attention, si vous avez des symptômes,
pas faire comme ils ont fait en France. Ils ont laissé les gens en fait avec des symptômes, ils leur ont donné de la paracétamol et 10 jours après ils se sont pointés dans les hôpitaux. En plus ils ont interdit la chloroquine le 13 janvier alors que c'est prescrit depuis 50 ans. Enfin bon, ils ont créé toutes les conditions pour que finalement les gens atterrissent aux urgences avec les poumons flingués par le virus. Parce qu'on les a laissés pourrir chez eux pendant 10 jours avec du paracétamol. Bon, bah, c'est n'importe quoi. Je veux dire, il faut que les gens ils soient correctement... Rapidement, oui. Oui, rapidement. Il faut qu'ils soient, en fait, qu'ils comprennent, en fait, qu'ils doivent... effectivement, s'ils ont des symptômes, qu'ils aillent plutôt vers du soin. Et c'est à partir de ce moment-là, je pense que c'est des observateurs ou ces centralisateurs d'informations, c'est-à-dire qu'il faut amener les gens à aller vers le soin. Au niveau du soin, c'est là qu'il faut collecter des données. Mais les données, je pense que ce n'est pas au niveau personnel dans une application type le crédit social chinois qui va résoudre le problème. Non, oui. Je pense qu'il faut collecter des informations aux endroits des soins en motivant, en rassurant les gens sur le fait que justement s'ils ont un petit truc, bah, vaut mieux y aller le plus tôt possible parce que là ça soigne très facilement quand on y va très tôt, alors qu'à la fin quand on a les poumons complètement flingués, là on peut plus rien faire et le virus en plus il a disparu. Je me suis très documenté sur le sujet, essentiellement auprès du professeur Raoul qui est né à Dakar et qui travaille en étroite collaboration avec le Sénégal et donc en fait voilà, et ces informations collectées aux endroits de soins, en fait, c'est ces informations-là qui vont pouvoir donner une vraie qualité collectée par des gens qui sont capables de construire une information de qualité et pas renseigner n'importe quoi. Je tousse un peu, j'ai je sais pas, ça peut être aujourd'hui le Covid, c'est les gens qui ont une pneumonie, ils ont on les classe dans le Covid, les gens qui ont un cancer, on les classe dans le Covid. Enfin, c'est du grand n'importe quoi le Covid. On y met tout et rien dans le Covid en fait. Donc il faut une information de qualité et pour ça cette information il faut qu'elle soit collectée par des gens qui savent, qui connaissent et à partir de ces informations-là, on arrivera à remonter des informations qui donnent une vraie connaissance de ce qui se passe sur le terrain en contexte. Et moi, je ne crois pas du tout aux applications personnelles et d'ailleurs, je n'en veux pas personnellement avec toutes ces dérives qu'on connaît aujourd'hui au niveau politique, j'entends, et on voit très bien la vitesse à laquelle ça va très vite, ces dérives autoritaires, et ça ne va pas rassurer du tout les gens. Et aujourd'hui, les gens, plus ça va, plus les gens rejettent en fait ce genre de solution. Oui, merci beaucoup Fabrice Bonneau. Oumar Mar n'est toujours pas là, non? Retour à Papa Malick Ba avant de redonner la parole à Laurent Chassis. C'est important que je la redonne à Papa Malick Ba. Papa Malick Ba, vous êtes toujours là? Oui, je suis toujours là, oui. Oui, parfait. Est-ce que vous ne voyez pas finalement que la gestion numérique de la pandémie, pour le cas du Sénégal, est-ce que ça ne rappelle pas en fait peut-être tous les défis qu'on n'a pas pu relever à temps, le fait qu'on n'ait pas pu mettre en place une véritable identité digitale des citoyens, le fait que peut-être que la campagne d'inscription des citoyens, d'identification des abonnés ne soit pas totalement couronnée de succès. Est-ce que finalement la gestion numérique de ce Covid-19, est-ce qu'elle ne vient pas remettre à la surface tout ce qu'on n'a pas bien fait finalement? Je pense que le Sénégal n'est pas forcément le seul dans ce cas. Je pense que le Covid a ramené on va dire, à rappeler à tout le monde qu'ils n'étaient pas forcément prêts sur le plan de la santé, et notamment les pays européens ou autres en fait. Donc le Sénégal en fait partie. C'est clair qu'on a, comme vous le citiez à l'instant, en fait, des projets qui ont pris du retard sur justement sur le digital et qui auraient pu aider, peut-être simplifier un peu plus en fait la gestion actuelle. Donc et même
apporter un peu plus d'aide aux différents systèmes de santé en place et aussi au gouvernement. Donc, je pense que la leçon là qui sera intéressante à tirer, c'est de se dire quels vont être les projets prioritaires là, maintenant et après. Donc, et je pense que ça pourra aider le gouvernement, ou du moins le prochain qui sera en place, de se dire, OK, bon, bah, la santé, l'antinumérique et ce qu'on doit mettre en place, c'est prioritaire. On a connu une crise là, on doit être prêt pour la prochaine fois. Donc, si on n'est pas prêt pour la prochaine fois, ça veut dire qu'on n'a rien tiré, en fait, comme leçon de cette crise-là. Et effectivement, c'est fortement lié. Et je pense que ça aurait pu, en fait, potentiellement, ça aurait aidé, mais ça n'aurait pas réglé les choses actuellement. Je ne pense pas que ça aurait amélioré les choses. Je pense que ça va au-delà de ça. Et si je rejoins l'intervention tout à l'heure sur le fait de collecter, on aurait toujours eu besoin de collecter là actuellement en fait de la bonne donnée en fait. Donc pour collecter la bonne donnée, est-ce qu'on a des systèmes prêts pour collecter la bonne donnée et la transmettre en fait aux bons outils pour les traiter après. Donc là, je pense que ce problème-là sera encore présent si on ne le règle pas. Donc en fait, c'est peut-être que les institutions ou bien les différents organismes devraient travailler ensemble pour en fait voir ce qu'il faudrait mettre en place pour être prêt pour la prochaine fois en fait. Donc et avoir que ce soit sur le système de santé, que ce soit sur comme vous le précisiez, les différentes campagnes qui ont été prévues mais qui n'ont pas été abouties en fait. Voilà. Oui, je comprends bien que vous ménagez Dakar, que Dakar serait sur la même ligne que d'autres, mais on sait qu'au Sénégal, cette identité digitale des citoyens est... Allô? Je vous entends plus. Et de l'opérationnalisation de la stratégie Sénégal numérique 2025. Peut-être que si on avait l'identité digitale de tous les Sénégalais, on aurait pu gagner beaucoup en avance sur la gestion de cette crise. Moi, je pense pas. Vous avez que 10 morts au Sénégal. Il ne faut pas non plus raison garder. Vous avez 10 morts. On n'a pas 10 morts. Non, pas 10 morts. Ah bon, c'est publié tous les jours. Je reçois les bulletins, moi, tous les jours du gouvernement qui publie tous les jours. C'était 9 pendant plusieurs jours. Je crois que c'est 10 morts au Sénégal sur le Covid. Pardon, j'ai cru entendre 10 000 morts. Hein. Excuse-moi, parce que finalement, écouter l'actualité d'ailleurs, c'est 10 000. Ah, ok, non, on se comprend. Non. Je reçois le bulletin, moi, tous les jours du Sénégal. Non, mais c'est comme ça. J'ai cru entendre 10 000 morts, en fait. Mais non, surtout pas. 10. Non. En France, on n'en a même pas encore plus qu'une grippe. Donc, tout à fait. D'une grippe de 2015, on avait 25 000 morts. Bon, voilà. Mais poursuivez, Fabrice. J'ai compris que vous voulez un peu réagir aux propos de Papa Malekba. Poursuivez un peu, Fabrice. Oui, non, mais moi mais rapidement, parce qu'il nous faut après retourner à Laurent Chassis. Hein. D'accord, très rapidement. Non, moi je pense que il faut pas faire des psychoses. Enfin, je veux dire, vous avez 10 morts, c'est moins qu'une grippe, quoi. Enfin, je veux dire, il y a plein d'enfants chaque année qui meurent de la grippe, etc. Là, on n'est pas du tout dans ce cas-là, quoi. Il faut sortir de la psychose qui est autour de ce Covid. Donc, je pense, et pour l'Afrique, en fait, si on veut faire quelque chose d'efficace, d'opérationnel, réellement d'opérationnel, il faut collecter, je pense, des données pas au niveau personnel, parce que l'identité numérique, puis la manière dont les gens vont se déclarer, puis finalement, tout ça, il vaudra mieux collecter des informations sur des points centraux, genre des hôpitaux, je ne connais pas toute la structure de soins qui existe au Sénégal aujourd'hui, mais il y a des structures de soins qui permettraient de collecter des données justement en incitant les gens de manière positive et pas en les regardant comme des pestiférés, mais en incitant les gens aux soins. Collecter ensuite des informations sur des zones centrales plutôt que sur chaque information personnelle qui donne l'impression de Big Brother et de mettre des systèmes de surveillance qui évidemment ne fonctionnent pas et ne fonctionneront de moins en moins. Moi, je vous alerte là-dessus. Oui. Laurent Chassis.
Laurent Chassey de BNP Paribas. On parle beaucoup de traçage, de tracking, de surveillance. Est-ce que la bataille, elle n'est pas aussi communicationnelle? Bien sûr que vous me répondrez que oui. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'améliorer un peu la formulation des termes actuellement quand on parle de tracking, de traçage, de surveillance? Vous en pensez quoi? Oui, alors c'est vrai qu'il y a eu un débat en France sur le terme à utiliser entre tracking, traçage et donc il y a certainement quelque chose à faire à faire de ce côté-là. En fait, la question qu'on peut se poser derrière, c'est est-ce qu'on est prêt à le faire? Est-ce qu'on est prêt à donner son consentement pour cela ou non? Peut-être que cette crise, alors même si le Covid a comme fait pas mal de morts en France, il y a certainement je pense qu'on va apprendre. On va apprendre de cette épidémie. On se rend compte qu'on peut être touché par ce genre de virus. Si demain on en a un peu plus dévastateur qui arrive, peut-être qu'on aura pris les bons réflexes. Quand on regarde ce qui se passe en Corée du Sud, les gens acceptent par discipline. En fait, d'être suivi. Oui. En Chine, c'est par la force parce que le traçage est relié en fait aux moyens de paiement, à tout un tas de choses. En Corée, c'est par la discipline. En France, on est un pays un peu plus latin, donc on a du mal à passer le cap. Il y a certainement, oui, un effort à faire en matière de communication, mais je pense que cet épisode, cette crise va laisser des traces. Déjà, on a, alors peut-être en termes de mentalité, puis aussi en termes d'innovation, peut-être qu'on fera des choses de façon différente. On sait qu'on a un booster en fait en matière d'innovation lié à cette épidémie, que ce soit sur le cloud, sur l'IA. Je lisais encore qu'Alibaba, il y a peu de temps, avait investi près de 28 milliards de dollars dans son cloud pour justement en lien direct en fait avec cette épidémie de Covid. Oui, mais pour tracer toute la population chinoise. Excusez-moi, j'interviens, mais je veux dire, on parle pas de soins, on parle de traçage, on parle pas de soins du tout. Vous parlez de la Corée, là. Moi, excusez-moi, hein, mais quand vous parlez de la Corée, Taïwan, Hong Kong. On peut parler de l'Allemagne, on peut parler de tout un tas de pays qui sont comportés différemment. Je veux dire, les gens, c'est pas un problème d'outils, c'est pas un problème technique. C'est à partir du moment où vous encouragez les gens, vous les motivez à aller se faire soigner, enfin, à aller se faire tester, parce qu'ils testaient les gens. Je veux dire, à partir du moment où vous avez un doute sur le fait que vous soyez contaminé ou pas, vous pouvez aller vous faire tester, et si votre test est positif, vous êtes là, à partir de ce moment-là, vous êtes confiné, en fait, parce que les 14 jours, le temps que le virus, comme un virus de grippe, il s'en aille, et puis comme ça évite que ça continue à se propager, et puis mais ça part d'une motivation. Au-delà des outils, nous dans le digital, vous savez, moi ça fait plus de 35 ans que je suis dans ce métier du digital, et en fait les erreurs constamment, c'est de mettre les outils devant. Les outils, c'est un outil, c'est un moyen, quoi. Donc il ne faut pas les mettre devant, il faut les mettre derrière, en support. Ils sont derrière pour nous aider à mettre en place. Les outils viennent répondre à des besoins, en fait. Les outils, ils sont là pour solutionner des besoins. Alors, ça sera très différent selon les zones géographiques. On peut imaginer qu'en Chine et en Russie, on va faire beaucoup plus d'IA et de big data. En France, en fait, c'est dans le secteur de la santé, dans le monde de travail que les évolutions vont être les plus fortes. Donc, ça dépend vraiment de la. Oui, mais non, allez voir ce qui se passe à l'IHU de Marseille auprès du professeur Didier Raoult. Il collecte des milliards de données.
en fait, et il travaille à partir de ces données, mais réellement, mais c'est quelqu'un qui utilise les données, mais de manière extraordinaire. Non, mais c'est ça. Laurent, Ça dépend vraiment en fait des secteurs géographiques, des pays, du type de gouvernance qu'il y a localement. Oui. Ouais, je suis totalement d'accord sur la fin. Ça dépendra justement du secteur géographique, de la population. Ce qu'on disait au début, c'est on ne pourra pas faire la même chose un peu partout en fait. Et un système de traçage comme en Chine, on ne pourra pas forcément le faire en France. Et vice versa, le mettre en place dans un pays africain, ça nécessitera aussi avoir un système de collecte très en place pour ne pas transmettre une mauvaise information. Par contre, on apprendra de chacun. Je crois que les données collectées du coup en Chine et en Russie, si ce type d'innovation en fait se confirme, nous apportera en fait de l'information qu'on pourra utiliser. Papa Malikba, qui a moins parlé, senior data analyst, est-ce que si on n'a pas tout le monde sur les listes, autrement dit, si on veut tracer, faire du tracking, si on n'a pas toute la population dans la base de données, est-ce que ce n'est pas faussé dès le départ? Sur la connaissance de la population réelle actuelle, en fait, on peut fonctionner. Oui, c'est sûr que si on a des chiffres si on a un recensement à jour, ce sera toujours plus favorable lorsqu'on veut faire en fait de l'étude de l'extrapolation et autres. Après, on peut toujours se dire qu'on peut déjà travailler sur ce qu'on peut récupérer, c'est-à-dire si on incite, comme il disait tout à l'heure, les gens à aller se dépister dans un système de santé et que de santé, on collecte en fait, même si c'est de façon, ce sera personnel, mais après le rendre anonyme, on a un cas. En fait, on peut déjà se dire sur les derniers recensements qu'on a eus et voilà les cas confirmés, avoir en fait un bel échantillon déjà sur ce qui est contaminé versus ce qui ne l'est pas. Et après, comme on dit en fait, c'est faire grandir finalement le système de collecte, c'est essayer d'amener le plus de personnes à venir se dépister. Je pense que c'est ce qui a manqué au début en fait. À certains pays, on n'a pas assez fait de dépistage. On ne savait pas vraiment en fait, qui était contaminé ou pas. On donnait des chiffres. Donc là encore, c'était un chiffre qui n'était pas forcément avéré. Mais on y croyait. Et puis une semaine après, c'était x3 ou x2. On dit, bah oui, parce qu'en fait, si on ne se dépiste pas, on ne peut pas en fait, communiquer de bons chiffres. Exactement. Donc là, le Sénégal, ce sera se dire comment faire pour amener donc, une application là aujourd'hui pour, comme on dit, dire que je suis contaminé, effectivement, ça risque d'être compliqué à mettre en place. Mais par contre, dire aux gens, allez vous faire dépister et faire comprendre que c'est pour le bien, là, ça peut avoir un vrai impact. Exactement. Et je suis tout à fait d'accord. Fabrice? Oui. Quelle est la bonne solution finalement? Parce que on l'a dit, la France a son système, le Sénégal se prépare à le faire, même si ça a déjà commencé officieusement, même pour le Sénégal. D'autres pays également y sont, les pays asiatiques. Quel est le bon système, quel est le bon mécanisme pour suivre les cas? Je ne vais pas dire tracer ou surveiller, mais pour suivre les cas, être au courant un peu de leur parcours de soins, de leur parcours simplement. Quelle est la bonne technologie? Moi, je pense qu'il faut... Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'était Papa Malik, je crois, qui parlait. Papa Malikba, oui. Ouais, Malikba. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense qu'il faut dans un premier temps rassurer les gens. Il faut arrêter cette psychose autour de ce Covid-là. C'est une mauvaise grippe. Il faut rassurer les gens sur ça. Il faut dire qu'on est en capacité de les soigner si justement ils vont, à partir du moment où ils vont se faire tester et collecter des informations quand ils se font tester. Je veux dire, c'est pas une peste, hein. C'est même pas une grippe espagnole. Je veux dire, c'est une grippe, quoi.
Voilà, c'est une mauvaise grippe et c'est tout. Donc, je veux dire, les gens, il faut leur expliquer et pour pas que ça se propage, il faut simplement qu'ils aillent se faire tester. Et c'est ce qui a été fait dans les pays qu'on citait là. C'est-à-dire, les gens s'ils pensent qu'ils ont un petit problème, eh ben, ils vont se faire tester. Et plutôt que leur dire, bah non, attendez, surtout ne faites rien, et puis après, 10 jours après, les retrouver aux urgences avec les poumons cramés. Donc, si les gens ils ont un problème, ils vont se faire tester. S'ils sont effectivement positifs, enfin, s'ils sont contaminés, dans ces cas-là, on leur explique calmement ce qu'ils ont à faire, se confiner, ne pas le passer aux autres, et puis ensuite, surtout les rassurer sur le fait qu'on peut les soigner. Aujourd'hui, on peut soigner. À Marseille, ils soignent les gens. Ils ont 10 morts, quoi, pour je ne sais plus combien de milliers de gens qui ont été testés, etc. Donc, on sait aujourd'hui soigner le Covid. Donc, il faut, je pense, c'est ça, encourager les gens à effectivement aller se faire tester, mais il ne faut pas créer des psychoses avec ça. Aujourd'hui, si vous voyez les communications, aujourd'hui, si on regarde la data, qu'est-ce qui est fait de la data aujourd'hui? La data, vous avez, regardez la communication qui est faite au Sénégal. Moi, je la reçois tous les jours. Je veux dire, on a une page qui vous dit il y a je sais pas combien de gens qui l'ont eu, mais en fait vous pouvez être porteur de ce virus sans aucun problème. Il y a les gamins peuvent le porter, nous tous les gens qui sont en bonne santé on peut le porter. Il y a les gens qui meurent de ce virus, ils ont 1 à 3 pathologies on meurt pas d'une cause, on meurt de 2,4 causes, hein. Et donc en fait on crée en fait avec les données aujourd'hui on crée des psychoses. Les données, c'est pas fait pour ça, c'est pas fait pour créer des psychoses. Si vous laissez les données dans les mains de n'importe qui, finalement, on se retrouve avec des politiques. Nous, chez nous, ça a été jusqu'au ministre qui a pris une étude, en fait, qui n'est pas une étude, qui est un préprint qui a été balancé aux États-Unis, qui a été évalué par personne. C'était juste une saisie de données, et ensuite ils ont interprété en fait ces données, alors qu'il manquait une information vitale en fait autour de ces données. Alors le ministre s'est emparé de ces informations et participe à la psychose en balançant une information qui est fausse finalement. Donc la donnée, elle peut être très très puissante, mais aussi très dangereuse quand on la laisse dans les mains, vous voyez, même de ministres. Donc il faut faire attention à ce qu'on met dans les mains des gens, et que voilà. Donc on a aujourd'hui une capacité à collecter les données, mais il ne faut pas en faire non plus en faire une psychose qui fait qu'on a l'effet inverse, c'est-à-dire que les gens ne vont pas se faire tester, les gens ne vont pas se déclarer malades, et c'est en fait finalement c'est la mauvaise gestion de la crise qui crée les dégâts, quoi. Donc voilà. Oui, Fabrice, oui. Papa Malikba. Oui, juste pour ajouter en fait sur effectivement ce côté psychose et la mauvaise utilisation de la donnée. Actuellement, on voit que les réseaux sociaux véhiculent assez rapidement en fait la mauvaise information de cette donnée-là en fait. Et si je prends l'exemple du Sénégal, je prends l'exemple personnel de ma mère qui reçoit des WhatsApp en chaîne en masse. C'est la première à stresser, à finalement ne pas savoir en fait ce qu'il faut faire exactement, ni ce qui est en train d'être fait. Donc du coup, en fait, la mauvaise information peut entraîner en fait un risque psychologique plus grave chez les personnes en fait qui sont habituées à recevoir ce genre de données-là sur un WhatsApp ou autre, en se disant que c'est la donnée réelle que je dois croire en fait. Donc souvent, je dois lui dire non, attention, il n'y a pas de source, la source n'est pas vérifiée, il n'y a rien d'autre. Donc en fait, c'est pour dire que l'un des grands enjeux aussi, c'est de faire en sorte que lorsqu'on regarde une donnée, qu'on ait en fait la confiance de dire ok, et quand elle est présentée, qu'elle est présentée avec en fait l'angle qu'il faut pour ne pas créer cette psychose là. Exactement, oui. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Aujourd'hui, l'immunité qu'on doit avoir face à n'importe quel virus, parce que cette immunité, vous savez qu'elle se dégrade complètement quand on est dans des cadres de peur, de stress, etc. Donc, il faut effectivement enlever ces psychoses, ces peurs,
Nous, en France, en plus, on est confinés. Donc, vous avez des gens qui sont complètement confinés, qui ont des peurs, qui sont agités tous les jours dans les médias, mais 24 heures sur 24. Donc, en fait, ça va créer, au travers de ces peurs, de ces psychoses, on va créer plus de morts que le coronavirus va créer, et par les crises économiques et etc., qui vont suivre derrière, humanitaires, sociales, etc. Ça, en fait, on va créer des millions de morts, alors que, je veux dire, on a affaire à une grippe mal gérée, quoi. Donc, il faut raison garder. Alors, moi, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. J'aurais juste un petit bémol, en fait, face à une épidémie. Quand on ne connaît pas le virus, on sait que, on parle de tests, de se faire tester, des tests massifs, ça prend du temps à être construit. Non, on ne parle pas de tests massifs, pas du tout. Hein. Non, on parle de tests sur des gens qui ont des symptômes, et c'est ce qui est parfaitement fait à Marseille. Je vous invite vraiment à aller voir l'IHU de Marseille, hein, vraiment, allez le voir. Parce que mon discours, c'était de dire, avant que les tests, qu'on construise les bons tests ou les bons traitements, et on voit que même si la chloroquine fonctionne, aujourd'hui, elle est... Voilà, on regarde d'autres traitements pour voir lesquels sont les plus efficaces. Il y a une phase de précaution en amont qu'il faut savoir gérer. Après, c'est comment est-ce qu'on fixe le curseur et comment est-ce qu'on gère cette phase de précaution, en fait. Non, attends, je ne sais pas de quoi vous voulez parler dans la phase de précaution. On parle de chloroquine, c'est de la nivatine qui est prescrite depuis 50 ans. Donc, le traitement qu'utilise le professeur Raoul à Marseille, il existe depuis plus de 50 ans. Ça a été testé auprès de plus de 900 000 personnes. Alors, je remets pas ça en cause. Données, hein. Oui, je ne remets pas ça en cause, je parle d'une manière générale face à un virus qu'on ne connaît pas. Soyons précis, les datas sont là, il y a 900 000 personnes qui ont été, qui ont été traitées avec il y a eu tous ces tests, ça fait plus de 50 ans, et il y a 1 milliard de personnes sur la planète qui prennent de ce médicament, donc on n'est plus dans une phase de test, vous savez, ce virus, il est sur la fin de la cloche, hein, donc vous avez tous les tests. Moi, je suis pas épistémologien. Allez écouter Raoul, il a plus d'informations. Il a des informations beaucoup plus précises. Et là, on est sur la fin de la cloche. D'ici la deuxième semaine de mai, en France, on sera tout en bas de la cloche, parce que c'est l'effet des virus, c'est toujours comme ça, et c'est les datas qui le montrent, et il n'y a pas de rebond comme les médias, encore une fois, racontent des histoires vraiment pour faire peur aux gens. Je sais pas quelle est l'intention qui est derrière ça, mais franchement, il y a des informations parfaitement, justement, il y a des datas parfaitement fiables. Fabrice, oui. Oui, 2 secondes pour chuter là-dessus, s'il te plaît. Je retourne la parole à Elage. 2 secondes, s'il te plaît, pour chuter là-dessus. Je rappelle que Oumar Mar n'a pas été des nôtres finalement. Oumar Mar et Laurent Corté de la Banque mondiale. Et puis là, je te retourne la parole pour la suite, sachant que moi, je vous reviens à partir de 12h GMT. Très bien. Alors, c'est bon là les vidéos, je vois pas tout le monde. Elage. Voilà. Laurent, si tu peux activer ta vidéo, idem pour Fabrice. Idem et pour Papa Malik Ba. Bien sûr. Oui. Alors, moi, je me réjouis de ces échanges de haute facture qu'on vient d'avoir autour de la donnée. Il est vrai que l'enjeu, il est capital. Il est capital aujourd'hui dans cette bataille. À titre d'exemple, les laboratoires vont exploiter beaucoup de données pour travailler en termes de sérologie. Donc, il va être une étape également importante de trouver un sérum très rapidement dans cette phase dite de résilience. Hein. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les urgences sanitaires du monde fonctionnent un peu de la même façon. Il y a cette phase première qui est toujours la préparation, donc à une épidémie ou une pandémie, la phase qu'ils appellent la détection, puis la riposte. La riposte est la phase dans laquelle on est.
Après ça, le virus va passer, puis on aura cette phase de résilience. Donc, il est important aujourd'hui, vis-à-vis des données qui sont capitalisées, de pouvoir travailler sur la résilience de demain. Comment est-ce qu'on fait pour que les choses qu'on vit un peu partout dans le monde douloureusement aujourd'hui, que nous ne soyons pas dans ces mêmes situations-là demain. Donc, c'est ce qu'on va appeler nos capacités à capitaliser sur les données qui sont collectées. Donc, d'un peu partout, hein, quelle que soit la technique. Voilà, je pense que le débat, il ne va pas être, bon, entre guillemets, là pour le moment. Il va être plutôt dans, voilà, qu'est-ce qu'on aura finalement appris, au-delà même du sens social, hein, pour ne pas justement retomber dans ces épidémies pareilles, dans ces pandémies pareilles, voilà, qui vont malheureusement toujours continuer à exister, mais on va se doter les moyens nécessaires d'être le plus résilient possible à l'avenir, d'éviter justement ces psychoses qui peuvent être créées au sein de la population. Donc, pour conclure, hein, l'exploitation et l'enjeu des données aujourd'hui, elle est capitale dans la résilience que nous allons avoir demain. Voilà. Oui, c'est ça. Vraiment, merci. Hein. Merci beaucoup. Merci à vous, El Hadji Diop, pour m'avoir confié, avec tout le risque que cela implique, la modération de ce premier panel. Fabrice Benoît, de l'Alliance Big Data, que je remercie, Dr Moussa Sow, qu'on aurait dû avoir de FMI, Laurent Chassé de BNP Paribas, Oumar Omar de l'ADE. Oui. Permettez-moi de vous couper. Hein. Je suis désolé. On a Dr Moussa Sow, hein, qui vient de nous rejoindre. Peut-être on peut lui laisser le soin de nous dire en 2 mots, hein, peut-être voilà, son analyse sur ce panel. Sur la question d'ailleurs du jour. Donc, Dr Sow, bonjour. Oui, bonjour El Hadj. Je suis vraiment désolé de ne pouvoir vous rejoindre que maintenant. Je suis à Washington et j'avais mal calculé l'heure parce que je pensais que ça allait être à 7h du matin. Mais chez moi, il était... bon, je devais me connecter à 6h du matin, j'en suis désolé. Et je suis vraiment désolé aussi d'avoir raté l'intervention de Ousmane et puis des autres collègues. Je m'en vais très rapidement donner un peu le point de vue où on va dire plus ou moins l'expérience d'un macroéconomiste, parce que nous, on va dire que le big data, c'est quelque chose qu'on a découvert assez récemment, qui est très important d'ailleurs, qu'on utilise, qu'on apprend à utiliser. Parce que les données à haute fréquence, il faut savoir que nous, par exemple, ça peut beaucoup nous servir quand on essaie d'aider les autorités de quelque pays que ce soit à la prise de décision. Parce qu'il faut savoir que notre rôle habituel, notre rôle principal plutôt, ce n'est que cela, hein, c'est d'aider dans la prise de décision avec des analyses, des comparaisons, etc., qui se font ailleurs. Bon, j'ai oublié de commencer par une petite clause de non-responsabilité, comme on dit, un disclaimer, pour juste préciser que tout ce que je dis ici n'engage en rien le Fonds monétaire. Bon, c'était une petite parenthèse. Donc, je continue en disant que nous, on voit, en tant que macroéconomiste, au Fonds monétaire, on voit de plus en plus l'importance des big data, et leur utilisation nous permet d'avoir en temps réel, hein, parce que c'est ça tout l'avantage des big data, l'importance en temps réel des politiques économiques ou des décisions de politique économique qui sont en train d'être mises en place ou en train d'être mises en œuvre. Parce que toute l'idée, en fait, d'avoir des données, en fait, ce n'est que cela, hein, c'est d'essayer d'aider à la prise de décision. Et maintenant, avec le big data, on voit vraiment ce à quoi les données peuvent servir. Et puis, notamment en période de crise, parce que le Covid-19, c'est tout simplement une crise qu'on est en train de vivre. Après une crise qui est un peu particulière, nous, de notre côté, parce que d'habitude, on analyse les crises soit sous forme d'un choc de l'offre ou une crise du côté de choc de la demande.
Maintenant, ce que Covid-19 a apporté, c'est que on voit ça comme une crise, mais des deux côtés. En fait, il y a une crise au niveau de la... On a un choc d'offres, tu vois. Tout ce qui est appareil de production, tout ce qui est matériel de production, en tout cas, tout ce qui est ingénierie de production s'est arrêté. Mais aussi, on a un choc du côté de la demande. Choc du côté de la demande, tout simplement pour dire que au niveau des marchés, les gens ne sont plus en train d'aller acheter des choses. La demande de produits, je prends par exemple l'exemple des produits de base, la demande de pétrole, la demande de matières premières. En fait, tous ces éléments-là se sont un peu arrêtés parce qu'on a fermé les frontières, parce qu'il n'y a plus d'activité économique. Donc, quand on combine les deux types de chocs, ça fait une crise qui est assez violente. Et d'ailleurs, dans nos analyses, on voit que cette crise-là a un impact, a une conséquence économique plus grave que ce qu'on a vu lors de la dernière crise financière de 2008-2009. Et ça s'apparente un peu à ce qu'on avait vu lors de la Grande Dépression. Et donc, dans ce genre de période, avoir des données en temps réel pour pouvoir vraiment comprendre la réponse côté pouvoir public, elle est très importante, elle est très intéressante. Et c'est dans ce cadre-là, en fait, que le big data, qui est en plein développement, au moins dans notre champ d'analyse, est très importante et très prisé. Encore une fois, ça permet d'avoir en temps réel des éléments d'appréciation, des outils ou des politiques qui sont en train d'être mises en œuvre, et ça permet de mieux aussi élaborer sur des décisions futures ou des recommandations futures qu'on peut faire aux autorités. Et je suis presque sûr que les autorités aussi avec lesquelles on travaille le plus souvent l'utilisent de la même manière, c'est-à-dire en temps réel. Si je prends l'exemple des autorités sénégalaises, il leur permet de savoir, OK, les mesures qui ont été mises en place jusque-là, comment elles ont été, est-ce qu'elles ont été très efficaces, est-ce qu'elles ont atteint la cible qui a été prévue, des éléments d'appréciation de ce genre, quoi. Donc, c'est pour dire que, je ne sais pas ce que j'ai raté durant votre discussion, mais c'est pour dire que dans le champ de la macroéconomie, dans le champ de l'économie en général, le concept de big data devient de plus en plus intéressant, de plus en plus prisé. D'autant plus que il faut souligner que c'est assez difficile d'avoir ce genre d'informations de façon économique, mais de plus en plus, il y a des investissements qui sont faits dans ce secteur et on voit les résultats, on voit les retombées. Donc voilà très brièvement ce que je voulais ajouter par rapport au thème de l'enjeu Big Data en pleine crise Covid-19. Et je m'excuse encore du retard dû à des problèmes d'appréciation de l'heure. Oui, on peut conclure là-dessus en remerciant... Je voudrais juste vous donner une information, si vous avez une seconde. Je voudrais vous donner une information concernant... c'est pour le hackathon, ça va servir au hackathon concernant les data. C'est un professeur qui s'appelle Moussa Saidi, qui est chef de service des maladies infectieuses à l'hôpital de Fann, Fann à Dakar, donc, et qui collecte des données et qui travaille avec le professeur Didier Raoul. Et donc, il est à la tête de tout un tas de données. Donc, ça peut être très intéressant si vous avez besoin d'accéder à des données particulièrement sur le Sénégal et à Dakar. Donc, de se mettre en rapport avec Moussa Saidi. Et là, tu vois un peu que ça illustre parfaitement le concept de citoyen du monde, parce que Fabrice est en France, il nous donne des informations qui sont proches de nous à Dakar, Elage. Absolument, absolument. Et tu sais que j'adore le Sénégal. Non, mais je sais que tu adores particulièrement la Casamance, n'est-ce pas? Exactement. Et qu'en mois d'octobre, je serai dans ma maison en Casamance et vous serez des bienvenus. Non, mais c'est sûr. Hein. Et là, je peux conclure pour passer à un autre stade? Oui, tout à fait. Tout à fait. Merci infiniment à tous les participants. Je remercie particulièrement le docteur
qui me joue un peu des tours, mais je vais y arriver. Je remercie rapidement monsieur, voilà, Dr Moussé Sow du FMI pour nous avoir rejoints. Je remercie Laurent Chassi. Je remercie bien sûr Fabrice Bonneau et tous les participants, Papa Malikba, data analyst, tous les participants à ce panel. Je remercie particulièrement les autres qu'on n'a pas nommés, mais qui sont là, les participants, ceux qui regardent les spectateurs, même si je n'aime pas trop ce terme, parce qu'ils sont plus que des spectateurs, leurs avis comptent bien sûr. Sûrement, on aura ils peuvent toujours donner leurs impressions, poser des questions via la plateforme Zoom. Il y a toujours moyen de se rattraper pour le panel à suivre. J'avais demandé là une dernière demande, si on peut avoir un peu les vidéos de tous les participants, ça permet un peu d'avoir un bon visuel. Je vais essayer de les activer à mon tour, mais en prévenant quand même, parce qu'on parle de données, du respect des données de tout le monde. Je vais démarrer par Dr Moussé Sow. Si j'ai son aval, j'active sa vidéo, docteur? Oui, il n'y a pas de souci. Vous pouvez. Voilà, j'active votre vidéo. Sinon, si vous pouvez le faire à votre niveau, ce serait mieux. Comme ça, ça nous permet d'aller vite. D'accord. Ou bien, je pense que c'est à LH, c'est à LH plutôt. Non, oh, d'accord. Je suis en train de... oui. Voilà. Oui. C'est bon pour ça moi. permet juste d'avoir un regard, une vue sur tout le monde. Et puis là, on passe la parole à LH pour la suite. Voilà. Alors, je suis en train de voir comment configurer pour réactiver justement les mais sinon, ce n'est pas trop grave. Hein. Si ça doit nous prendre du temps, ce n'est pas trop grave. Mais quand même, j'estime que c'est important qu'on connaisse un peu le visage de tout le monde pendant qu'on parle des données. Absolument. Mais là, je te remets la parole. Je te rends le micro, comme on dit. Voilà, le vrai micro, sachant que moi j'en avais, c'est normal. Je voulais avoir une très bonne qualité de son parce que ce panel a été d'une haute facture. Je te remercie, très cher Elash Diop, pour m'avoir invité, pour m'avoir proposé à l'animation de cet important panel. J'étais très ravi de faire la connaissance de toutes ces grandes personnalités devenues des citoyens du monde. La preuve, Dr Moussé Sow est à Paris, Laurent et Fabrice est à New York, n'est-ce pas? Washington. Laurent et Fabrice sont en France. Oumar au Sénégal, sûrement. Ousmane Gueye, Elhadj, Papa Malik est sûrement ailleurs. Merci à vous d'avoir suivi ce panel. Merci à vous d'avoir contribué activement. Moi, je vous retrouve, Inch'Allah, à 12h, heure de Dakar, pour un autre panel. Cher Elhadj, et en te remerciant infiniment pour la confiance. Merci Ousmane, merci beaucoup. Merci, à plus tard. Excellent. Merci à tous, merci Elhadj. Merci à vous aussi, au revoir. Merci à vous. Merci Elhadj. Merci beaucoup Ousmane, c'était un plaisir de t'avoir en tant que modérateur sur ce webinaire. Voilà, préciser que Malik est depuis Manchester. Voilà pour terminer.